Bonsoir, bonne année, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 1er janvier 2026. Et à l'occasion de ce nouvel an, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a fait une allocution parlant de croissance économique malgré l'instabilité régionale. C'est ce que nous verrons dans ce journal. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, l'Afrique du Sud, la Russie, la Malaisie alertent sur les risques d'instabilité régionale en Somalie. C'était les titres. Place au développement de ce journal. À l'avènement de cette nouvelle année, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a fait un discours dans lequel le chef de l'État se réjouit de la résilience de notre pays face aux chocs et crises régionales et internationales. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله الكريم بسم الله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mes chers compatriotes, à l'heure où s'achève l'année 2025, je m'adresse à vous pour que nous entamons ensemble la nouvelle année avec beaucoup d'optimisme, beaucoup de confiance et beaucoup d'espoir. Mes premières pensées vont naturellement aux plus vulnérables de nos compatriotes, à celles et ceux qui affrontent les difficultés du quotidien, aux personnes âgées et à nos concitoyens affectés par la maladie ou pour les aléas de la vie. À vous tous et à toutes, je voudrais leur assurer que la solidarité nationale demeure une valeur cardinale de notre République et qu'elle continuera de guider l'action publique pour les assister. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a été marquée par un contexte régional et international complexe. Les tensions persistantes dans la région, les menaces pesant sur la sécurité maritime en mer Rouge, mais aussi les turbulences géopolitiques mondiales ont constitué autant de défis pour notre pays. Dans cet environnement instable, notre pays a su faire entendre une voix de modération et de paix, fidèle en cela à sa vocation de carrefour stratégique. Djibouti continuera d'œuvrer pour le respect du droit international et pour l'intangibilité des frontières conformément à la Charte des Nations Unies et de l'Union africaine. Mais malgré ce contexte de turbulence et d'instabilité qui secoue notre région, notre pays a fait preuve de résilience. L'économie nationale a poursuivi sa dynamique de croissance, soutenue par des investissements structurants, par le développement de nos infrastructures et par la consolidation de notre position stratégique dans les échéances régionaux et internationaux. Ces résultats sont avant tout le fruit d'efforts collectifs, mais aussi d'une vision de long terme et d'une gouvernance tournée vers la stabilité et le développement. Mes chers compatriotes, à l'aube de la nouvelle année, nous regardons notre avenir comme toujours avec optimisme, car notre pays dispose d'atouts considérables, une jeunesse dynamique et une position stratégique. Ce sont ces atouts et d'autres qui nous servent d'avantages comparatifs et qui assurent la compétitivité et le dynamisme de notre économie. Et ce sont ces atouts également qui nous permettent de relever les défis qui se présentent à nous et de les transformer en opportunités. Mes chers compatriotes, l'année à venir sera également une année importante pour notre démocratie avec la tenue des élections présidentielles au mois d'avril. Ces échéances majeures s'inscrivent dans la continuité du processus démocratique et de bonne gouvernance qui a fait ses preuves et qui assure à notre pays la stabilité institutionnelle. Il en sera ainsi, cette fois-ci encore, grâce au respect des lois de la République et de la participation citoyenne. Mes chers compatriotes, les défis qui se présentent devant nous sont nombreux,
En premier lieu, la lutte contre le chômage, en particulier celui des jeunes. Le gouvernement continuera à en faire une priorité de ses politiques publiques en augmentant son soutien à l'entrepreneuriat, à la formation professionnelle et à l'économie productive. Dans le même état d'esprit aussi, nous devons surmonter les défis liés au numérique, car le numérique est porteur d'immenses opportunités pour notre économie, en matière d'emploi, en matière de croissance et d'innovation. Mais il comporte aussi également des risques, notamment celui du désordre informationnel qui peut fragiliser la cohésion nationale et le vivre ensemble. Il nous appartient collectivement de promouvoir un usage responsable et éthique des outils numériques face aux tentations de la manipulation et de la division. Plus que jamais, nous devons nous rappeler ce qui nous unit, nos valeurs communes, notre attachement à la paix, à la tolérance et au respect mutuel. Le vivre ensemble djiboutien, forgé par l'histoire et la diversité de notre peuple, est une richesse inestimable qu'il nous appartient de préserver et de transmettre aux générations futures. En cette fin d'année, je rends hommage à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement quotidien, contribuent au développement de notre pays. Forces de défense et de sécurité, enseignants, professionnels de la santé, travailleurs du secteur public et privé, acteurs de la société civile. Au nom du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite. Que la nouvelle année soit pour notre pays une année de paix et de renforcement de l'unité nationale. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à l'occasion de ce nouvel an, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh reçoit des télégrammes, des messages de vœux de chefs d'État et de gouvernement. Ces dirigeants forment également l'espoir d'un plus grand développement de notre pays, source davantage de bien-être, de prospérité, d'épanouissement pour le peuple djiboutien. Il salue également le précieux appui de notre pays dans les échanges économiques de la région avec les autres ordres géographiques du monde. À noter également des messages similaires émanant de la part de responsables à la tête d'organisations régionales, continentales et internationales, relayant tous l'expression de leur sympathie, amitié à la nation djiboutienne. Il y a lieu de préciser que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a lui aussi adressé des télégrammes de félicitations à ses homologues chefs d'État, donc des pays frères, ainsi qu'à de nombreuses et illustres pays amis étrangers, et notamment ceux des pays étrangers vivant en République de Djibouti. Et à l'occasion de cette nouvelle année 2026, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a donc par décret présidentiel remis de 4 mois, donc une remise de peine de 4 mois aux détenus dans les établissements pénitentiaires de la République de Djibouti. Cette mesure d'indulgence présidentielle concerne 194 détenus condamnés par les cours tribunaux de la République de Djibouti qui se repartissent de manière suivante: 92 détenus libéraux ce jour 1er janvier 2026, parmi lesquels 16 ressortissants étrangers seront expulsés vers leur pays d'origine. 102 détenus condamnés à des peines de plus de 4 mois qui bénéficieront ainsi d'une déduction de peine de 4 mois de leur peine. La Somalie mobilise sa diplomatie contre la reconnaissance du Somaliland par Israël. La République fédérale de Somalie traverse une phase de redressement progressive après des années de destruction, de division interne. Toutefois, elle s'est retrouvée confrontée depuis vendredi dernier à une crise d'une gravité sans précédent à la suite de l'annonce faite par les autorités d'occupation israéliennes reconnaissant illégalement la région du Somaliland située au nord-ouest du pays.
Cette décision a suscité, selon le correspondant de la RTD en Somalie, une vague d'indignation au sein de la population interne, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. La majorité également des pays du monde ont exprimé leur soutien à la position de la Somalie dans la défense de l'unité, de la souveraineté du territoire. C'est dans ce cadre que le président Hassan Sheikh Mahmoud a effectué une visite d'urgence à Djibouti au lendemain de la crise, où il s'est entretenu avec le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh afin de coordonner la position, d'examiner les moyens de faire face à ces développements. Djibouti étant un acteur régional influent sur le plan politique et diplomatique. Ensuite, à l'issue de sa visite à Djibouti, le président Hassan Sheikh Mahmoud s'est rendu en Turquie, l'un des principaux soutiens de la Somalie. À Istanbul, une conférence de presse conjointe a été tenue, au cours de laquelle les deux dirigeants ont réaffirmé le rôle central de la Turquie dans la défense, l'unité, la souveraineté de la Somalie, ainsi que la lutte contre les ambitions israéliennes. Et cette interview que le président Hassan Sheikh Mahmoud a accordée à la chaîne Al Jazeera, le président a souligné qu'Israël n'a jamais été un acteur influent ni historiquement lié à la Somalie, affirmant que cette reconnaissance intervient à un moment où le gouvernement somalien déploie d'importants efforts pour réunifier le pays et consolider ainsi sa stabilité politique. Il a précisé qu'aucun État au monde n'a reconnu ce que l'on appelle le Somaliland, appelant que cette question restée pendant plus de 3 décennies une affaire strictement interne à la Somalie et qu'elle n'a jamais constitué un différend international. Le président Hassan Sheikh Mahmoud a révélé que des renseignements dont dispose le gouvernement somalien confirment qu'Israël aurait posé 3 conditions en échange de cette reconnaissance: l'installation de populations palestiniennes dans la région, l'établissement d'une base militaire israélienne sur les côtes du golfe d'Aden, ainsi que l'adhésion du territoire aux accords dits d'Abraham. Dans le même contexte, il a accusé Israël de chercher à contrôler les voies maritimes stratégiques de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Il a appelé également la communauté internationale, en particulier les pays arabes et musulmans, à prendre conscience de cette gravité, de cette initiative ayant des répercussions sur la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Le président somalien a conclu ses propos en affirmant que cette décision vise directement à saper la stabilité retrouvée de la Somalie au cours de 2 dernières années, ajoutant que la communauté internationale commence désormais à comprendre qu'Israël cherche à exporter sa crise interne vers la scène somalienne. Je vous le disais dans les titres, la Russie, la Malaisie, mais aussi l'Afrique du Sud, au Conseil des Nations Unies, eh bien, la Fédération de Russie a déclaré son soutien ferme à l'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République fédérale de Somalie. Ensuite, lors de la même réunion d'urgence, le Conseil de sécurité des Nations Unies, la Malaisie a réaffirmé sa solidarité totale avec la Somalie, affirmant son soutien aux Somaliens pendant cette période critique. L'Afrique du Sud, quant à lui, dénonce cette reconnaissance du Somaliland par Israël et avertit qu'elle alimente l'instabilité régionale. En Somalie, cette fois, les principaux acteurs somaliens se sont rassemblés cette semaine à l'Institut Heritage pour des études diplomatiques, politiques, avec convié l'essentiel de la classe politique. Objectif était clair: parler des relations de la Somalie avec le monde, mais très vite, un sujet a dominé tous les autres: la récente décision d'Israël de reconnaître l'indépendance du Somaliland, cette région du nord-ouest qui s'est autoproclamée autonome depuis des décennies. Eh bien, l'effet de cette conférence agit comme un écho amplifié d'un sentiment populaire. Depuis cette annonce, des rassemblements ont éclaté dans plusieurs villes de Somalie. Des Somaliens sont descendus dans les rues, défendant l'unité de la Somalie et rejeté
ce qu'ils considèrent comme une ingérence étrangère. La Somalie prend la présidence du Conseil de sécurité en ce 1er janvier 2026. L'accession de la Somalie à cette fonction de haut niveau marque une nette élévation de son statut sur l'échiquier mondial. Elle traduit l'influence et la croissance de la diplomatie somalienne ainsi que la confiance renouvelée de la communauté internationale dans la capacité du gouvernement fédéral à conduire des discussions politiques complexes. Durant tout le mois, la délégation somalienne dirigera les travaux du Conseil, présidera l'ensemble des réunions et facilitera le dialogue entre les 15 États membres sur des dossiers majeurs affectant de nombreux pays de la région. Place cette fois à ce point de presse qui parle donc de cette question somalienne et donc de la reconnaissance du Somaliland par Israël. Avec nous sur ce plateau, nous avons donc Mohamed Abdurrahman. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Fardous. Ma première question porte sur le résumé, sur les répercussions également de cette décision de reconnaître le Somaliland par Israël, mais aussi la réaction des pays arabes, islamiques et internationaux. La reconnaissance du Somaliland, Fardous, par Israël a suscité une large vague de condamnation sur le plan régional que sur le plan international. En Somalie, la réaction est immédiate. À Mogadiscio, le Parlement a dénoncé une décision jugée illégale, tandis que les mobilisations populaires ont réaffirmé l'attachement à l'unité nationale. Le président Hassan Sheikh Mohamud a, de son côté, mis en garde contre toute tentative d'exporter les tensions régionales vers son pays. À Djibouti, les autorités ont fermement condamné cette reconnaissance qualifiée de violation du droit international. Une rencontre entre le président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, et son homologue somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a permis de réaffirmer une position commune fondée sur le respect de la souveraineté, de l'unité et de l'indivisibilité de la Somalie. Plusieurs pays arabes et islamiques, dont l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Turquie, l'Algérie, le Qatar, la Malaisie, ont également rejeté ces décisions, dénonçant un précédent dangereux pour la stabilité régionale. Les organisations africaines, notamment l'IGAD et la Communauté d'Afrique de l'Est, ont rappelé leur attachement au respect des frontières internationalement reconnues de la Somalie. Dans le même sens, l'Union africaine, la Ligue arabe, l'Organisation de la coopération islamique et le Conseil de coopération du Golfe ont condamné cette initiative qu'ils considèrent comme une menace pour la paix et la stabilité régionale. Au niveau international, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leur rejet de cette reconnaissance et réaffirmé leur soutien à l'intégrité territoriale de la Somalie, appelant à éviter toute escalade. Ces décisions, bien sûr, interviennent dans un contexte international tendu, marqué par la guerre à Gaza et en Cisjordanie, où les opérations israéliennes ont provoqué des lourdes pertes humaines et d'importantes destructions, conduisant la Cour internationale de justice à engager des procédures visant le Premier ministre israélien. Enfin, la position de la communauté internationale apparaît largement convergente. Le respect du droit international et des frontières reconnues demeure la seule voie pour préserver la stabilité, la paix et la sécurité dans la région. Merci Mohamed Abdurrahman pour ces éclairages. Et dans le reste de l'actualité, nous allons donc à Gaza où les forces d'occupation israéliennes ont mené jeudi, donc aujourd'hui, des bombardements d'artillerie dans différentes zones de leur déploiement à l'intérieur de la bande de Gaza. Ces attaques ont entraîné la destruction de plusieurs bâtiments dans des secteurs sous contrôle israélien, notamment à l'est de Rafah, dans la ville de Gaza, à Jabalia, ainsi qu'à Ben Sulayha, à l'est de Khan Younes. La guerre d'extermination menée par Israël dans la bande de Gaza a débuté le 8 octobre 2023 et s'est poursuivie durant 2 ans, a fait plus de 71 000 morts et plus de 171 blessés côté palestinien, en majorité des femmes et des enfants. Elle a également provoqué des destructions massives, un coût de reconstruction estimé par les Nations Unies à environ 70 milliards de dollars.
Et nous allons à Tadjoura où le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a été chaleureusement accueilli hier par la population de Bouya lors de l'inauguration de dortoirs d'écoles fondamentales et de lycées de la région. Accompagné du préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, des responsables de l'agence Carbone Djibouti ainsi que de plusieurs hauts fonctionnaires du ministère. La cérémonie a révélé qu'une communauté en liesse manifestait une gratitude collective envers le président de la République Ismaël Omar Guelleh, les habitants de Bouya ainsi que de villages environnants. Magdoul, Margoïta ont exprimé leur reconnaissance pour les diverses initiatives menées en faveur de l'éducation, notamment par la mise en place de cantines scolaires. L'importance de ces infrastructures éducatives se fait sentir dans l'engagement pour la scolarisation également des filles, le développement du préscolaire au lycée, le programme de distribution de manuels 1 par enfant a également été salué comme un pas majeur vers l'égalité des chances. Cette initiative englobe un système éducatif qui non seulement favorise l'accès à l'école, mais garantit aussi une offre de qualité. La communauté de la région semble désormais plus unie, motivée plus que jamais à soutenir ces projets éducatifs et leur enthousiasme a été palpé durant la cérémonie où des chants de danse traditionnels ont accompagné les discours. Et dans un second temps, la cérémonie a mis en lumière l'inauguration récente de dortoirs qui inclut des installations modernes telles que des lits superposés pour les garçons et filles de cette contrée, un réfectoire spacieux ainsi que des blocs sanitaires adéquats construits en partie avec le soutien de l'agence Djibouti Carbone. L'agence Carbone, ces dortoirs ne constituent pas seulement des lieux de vie, mais sont également un symbole de l'engagement continu envers une éducation accessible, de qualité pour tous. L'inauguration de ces dortoirs s'inscrit dans une dynamique plus large avec le lancement également. Cette inauguration, n'est pas seulement un aboutissement en termes d'infrastructure, mais elle incarne également la volonté du gouvernement djiboutien à répondre aux besoins urgents des écoles rurales. Le soutien continu à l'éducation rurale initié par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh s'avère crucial pour réduire les disparités et favoriser également le développement socio-économique des régions. Cet engagement se matérialise aujourd'hui avec des infrastructures modernes, des programmes innovants, une mobilisation collective pour une éducation de qualité. iftiinkii tacliinta iyo ilays baa loo shido ummadday wax la qaybsadaan aabihii qaranko markale ummadu waxay ku tiri markale tariixii afriko markale Et à l'issue de cette cérémonie, le ministre a pris le temps d'échanger directement avec la population locale, renforçant ainsi le dialogue entre les autorités et les citoyens. Chaque responsable coutumier a eu l'occasion de faire part de ses avancées et défis rencontrés dans leur communauté respective concernant le système éducatif. Et pour plus de précision, nous vous proposons donc de suivre cette réaction du ministre de l'Éducation. Je voudrais encore une fois remercier les habitants de Bouya. C'est pas la première fois, à chaque fois que nous venons, on est vraiment accueillis avec beaucoup de chaleur. Et donc je voudrais vraiment vous remercier pour cet accueil chaleureux et fraternel. Donc en général, on dit que pour avoir la sympathie de la personne, il faut gagner son cœur par votre accueil chaleureux à tout moment et votre engagement et surtout votre sérieux
et de votre dévouement pour cette région, à travers bien sûr Ali Aden, le chef de village. Et d'ailleurs, il a eu sa décision de chef de village. Jeudi dernier, il a eu finalement le décret qui les nomme comme chef de village, donc vraiment de Bouya. Et c'est un monsieur qui travaille beaucoup pour Bouya et pour toute la région. Donc il m'a emporté vraiment dans son amour pour cette région. Hier, on était en conseil des ministres et donc le président de la République était bien sûr avec nous. Et donc il m'a demandé de vraiment, avant les autres, de vous adresser à vous, les gens de Bouya, de la région de Bouya, Madgoul, Moudo, Andaba, Margoita, Dora, à vous tous, vraiment ces meilleurs vœux de bonheur et de santé pour l'année 2026, Inch'Allah, une année de paix, une année, Inch'Allah, de réussite. Et surtout, Ali Aden a beaucoup parlé, le plus important, c'est la paix. Je vais travailler aussi de mon côté pour qu'au moins on ait un hôpital, un dispensaire qui va concerner toutes les localités environnantes. Je vais de mon côté faire l'effort avec les ministres de la Santé, avec des organismes internationaux, avec des ONG. Et à l'issue de cette cérémonie d'inauguration, nous avons recueilli pour vous ces quelques réactions. Je m'appelle Oran Abdjama, je suis la représentante de la Sovereign Carbon Agency. Aujourd'hui, donc on est à Bouya pour inaugurer les dortoirs, la construction et les équipements des dortoirs de Bouya que nous avons réalisés avec donc, le ministère de l'Éducation. Voilà, pour nous, la qualité de vie et le confort pour les élèves va contribuer forcément à améliorer leurs conditions de scolarisation et donc arriver à des résultats meilleurs à la fin de l'année. Donc c'est pour ça qu'on va réitérer notre soutien au ministère de l'Éducation dans toutes les régions de la République. Nous avons 30 lits superposés. Et de l'autre côté aussi, pour les filles aussi, c'est pareil. Donc l'effectif des élèves augmente chaque année. Donc cette année, rien que cette année, nous avons des classes de première année. L'année dernière, on avait 25 élèves. Cette année, on a des classes de première année. Donc, en plus des préscolaires, on a des classes de première année. Et donc, avec la mise en place du dortoir, avec la mise en place des cantines scolaires. Donc, on remercie les services de restauration de l'éducation. Également dans l'actualité, Saba African Bank annonce officiellement le lancement et la commercialisation de la phase 2 du projet immobilier Saba City Nagad. La phase 1 actuellement en cours de finalisation poursuit son avancement conformément au calendrier prévu dans ce magazine. Nous vous invitons à suivre en images les travaux en cours de finalisation. Dans cette première phase, les travaux sont en pleine phase d'achèvement. La remise des clés est prévue pour la fin de l'année 2026, comme vous pouvez le constater à travers ces images. L'avancement se déroule dans de très bonnes conditions, avec une progression régulière et maîtrisée. Le projet Saba City Nagad propose des villas modernes adaptées aux besoins des familles. Aujourd'hui, alliant confort, fonctionnalité et qualité de construction. À terme, le projet comprendra un total de 3000 logements, dont 320 unités sont incluses dans cette première phase en cours d'achèvement. Dans le cadre de cette première phase, des échanges ont été engagés avec l'EDD et l'ONIAD en vue de l'installation future des réseaux d'électricité et d'eau au sein de la cité. Djibouti Telecom est également en train de finaliser le déploiement du réseau de télécommunications. Une fois l'ensemble de ces installations achevées par l'EDD, l'ONIAD et Djibouti Telecom, les travaux de voirie et d'aménagement des routes seront lancés. Saba City Nagad se distingue par une approche d'urbanisation moderne, offrant
un cadre de vie pensé pour le bien-être et la tranquillité des résidents. Le projet intègre des espaces verts, des voies de circulation étudiées ainsi qu'un aménagement global favorisant la sécurité et la convivialité. Les matériaux utilisés respectent les normes les plus exigeantes, garantissant une durabilité optimale. Les équipes techniques et les ingénieurs mobilisés sur le chantier poursuivent quotidiennement les travaux avec un haut niveau d'exigence afin d'assurer une livraison conforme aux attentes des futurs propriétaires. Concernant la phase 2 du projet, les travaux de construction débuteront en janvier 2026 et s'achèveront à la fin de l'année 2027. Cette nouvelle étape permettra d'élargir l'offre des logements et de poursuivre le développement harmonieux du projet. Sabah City Nagad s'affirme ainsi comme l'un des projets urbains les plus ambitieux du pays, contribuant activement au développement immobilier de la capitale et offrant aux familles l'opportunité de devenir propriétaires dans un cadre moderne, structuré et durable. Et pour clore ce journal, nous allons parler de cette conférence religieuse à Cheikh Moussa, le Haut Conseil islamique relevant du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf, a organisé hier soir une conférence religieuse de sensibilisation consacrée à l'examen de soi et à l'auto-évaluation. La rencontre a été marquée par la projection d'un documentaire mettant en lumière les graves violations commises par les forces d'occupation israéliennes à l'encontre du peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza. La conférence a été animée par Cheikh Abdurrahman Shamsuddin et Cheikh Abou Bakr Houch, qui ont tous les deux insisté sur l'importance pour tout musulman de procéder à une introspection sincère, évaluer son comportement et rectifier sa conduite. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent début d'année à toutes et à tous.